Alors, en ce 9 mai 2022, où chacun s'interroge sur l'avenir de l'Europe, c'est la journée de l'Europe, vous le savez, c'est également un jour où il n'y a pas la paix en Europe et où on s'interroge sur l'avenir de l'Europe, la question de l'énergie, la question du pétrole et du gaz russe. Est-ce qu'on en aura à la fin de l'année? Est-ce qu'on passera l'hiver? Se pose, plus que jamais, se pose également la question de la sortie d'une économie carbonée. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Et on a envie, à l'occasion de ce forum de la Tribune, nous partageons l'économie depuis ce matin avec vous sur les questions ESG, de la finance ESG, c'est-à-dire questions climatiques, environnement, de social et de gouvernance des entreprises, se posent de façon peut-être plus urgente et nouvelle, d'évoquer le mode d'emploi de la sortie du carbone. Alors pour en parler, nous avons quatre acteurs. J'allais commencer par vous, Antoine Cyr, directeur de l'engagement d'entreprise chez BNP Paribas. Vous venez de publier d'excellents résultats. Vous venez également de publier un certain nombre de nouveaux engagements pour cette sortie du carbone. Vous êtes souvent sous le feu de l'actualité sur ces sujets. On va en parler avec vous. Nous avons également Thierry Déaut, le président de Finance for Tomorrow, également président d'un fonds d'investissement à long terme qui s'appelle Meridiam, qui est un peu dans l'actualité l'année dernière, sur une petite OPA dans le secteur de l'environnement. Je parle de Suez, bien sûr, dont vous êtes aujourd'hui l'un des grands actionnaires. Et on parlera évidemment avec vous de ces enjeux au niveau de la place. Florence Lussmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de France Assureur, donc vous êtes doublement impactée, si je puis dire, par cette problématique de la finance verte, à la fois comme assureur des risques climatiques et comme zinzin, comme on dit, c'est-à-dire investisseur institutionnel. Et enfin, avec nous, le vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est un terme très technique pour dire vous êtes la police de tout ça, voilà, en gros, l'ACPR, Jean-Paul Faugère, bonjour. Et on va commencer avec vous peut-être pour présenter, on rentre un peu dans le dur quand même de la façon dont on s'y prend. Et si on regarde le secteur de la finance, que ce soit la banque ou l'assurance, il y a eu, vous avez procédé l'année dernière au premier stress test climatique, c'est-à-dire vous allez nous expliquer ça, mais vérifier un peu ce qu'il y avait dans les portefeuilles, dans les crédits. Et d'ici juillet, il va y avoir les premiers stress tests climatiques européens. Donc, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement les enjeux et le calendrier? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? C'est vrai, la CPR a fait pour la première fois en Europe un stress test climat. On l'a fait avec la collaboration. Stress test, ça fait peur, hein. Ça veut dire quoi, stress test, pour ceux qui ne savent pas? Il y a des stress tests financiers, je pense que moi, je suis pas stressé, les gens mais comprennent. D'ailleurs, en gros, on voit qu'est-ce qui se passe dans un environnement qui est incommode. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand tout va mal, quoi? Disons, on voit les risques. On essaie d'identifier les risques et donc de les maîtriser par la suite. Et donc ce stress test climat, c'était le premier du genre. On l'a fait avec la collaboration de 9 grands groupes bancaires et de 15 groupes d'assurance. Ça représente quand même l'essentiel du marché. Et ça a permis de matérialiser, je dirais, ce qu'est le risque climatique dans le bilan des investisseurs, des institutions financières. Et je pense que c'est la première fois qu'on a pu toucher du doigt à la fois la méthodologie, parce que la méthodologie va évidemment se perfectionner, et aussi de matérialiser pour le marché français, je dirais, le risque climatique. Est-ce que vous parleriez de risque vital pour... Alors, souvent on dit, si ça se passe mal, en gros, plus rien ne vaudra rien, puisqu'on va tous se retrouver à 50 degrés, etc. Oui, on a tous entendu parler des actifs échoués, on a tous entendu parler des risques de crédit qui pourraient être multipliés dans le bilan des banques, on sait tous qu'il y aura plus d'inondations, plus de catastrophes naturelles, etc. Donc on sait matérialiser tout ça, mais ce qu'on a fait pour la première fois, c'est qu'on a essayé de projeter sur une durée longue, presque 30 ans, je dirais... 30 ans, c'est 2050, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'idée d'avoir une espèce de balise. Et ça matérialise complètement ce qu'on voit partout dans les rapports, et encore une fois, dans le rapport de l'ONU qui a été publié ce mois-ci, je crois, et dans le rapport du GIEC de début d'année. C'est exactement ça. Sauf que c'est la cible, évidemment, des institutions financières françaises. Et je pense que cette dynamique, évidemment, va se poursuivre. Vous avez évoqué le stress test pour les banques, qui est mené sous l'égide de la BCE et dont les résultats seront publiés en juillet, donc je n'en dirai évidemment rien, mais je pense qu'on matérialise vraiment une nouvelle démarche, et une démarche qui s'inscrira dans la durée, parce qu'on ne peut plus éviter, de regarder en face ces risques et de les mesurer
autant que possible, avec des indicateurs qui soient le plus fiables possible, avec des données de qualité. Et donc ça, c'est un vrai engagement de toute la place. Alors tout le monde a vu sans doute ici le film Don't Look Up, qui a fait pas mal parler de lui en début d'année. Alors Jean-Paul Faugère, j'ai envie de vous dire, vous connaissez la photographie de l'année dernière, ça vous pouvez nous en parler, et vous connaissez, même si vous ne pouvez pas nous parler de ce qui va sortir en juillet, c'est dans pas longtemps néanmoins, vous connaissez un peu l'état de la situation. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est toujours, notamment dans ces grandes... Je ne parlerai pas du grand public, parce que je pense que chacun... Mais dans ces grands établissements, au niveau de la direction de ces grands établissements bancaires ou d'assurance, on n'est plus dans le déni, on est dans la prise de conscience ou on est dans l'action ? Je crois vraiment qu'on est dans l'action. Je crois que la prise de conscience, c'est acquis. Vraiment acquis. On en parlait d'ailleurs avec mon voisin juste avant d'entrer ici. Vraiment, il y a un engagement très fort. Je dirais les directions ESG ou RSE sont plus anecdotiques dans un coin. Ça embarque toutes les entreprises. Donc c'est systémique, c'est partout. Partout. Et j'ajoute que la CPR a publié des notes de gouvernance pour les banques, déjà il y a 2 ans, pour les assurances en début d'année, avec, je dirais, des balises extrêmement claires sur comment s'organiser, comment prendre en compte ce risque. Et évidemment, notre objectif, c'est que petit à petit, et les règlements européens vont nous y aider, on ait, je dirais, des références chiffrées comparables. Alors Antoine Cyr, on se connaît un peu. Après avoir dirigé la communication de cette grande banque qu'est BNP, devenue BNP Paribas, moi à l'époque j'étais dans un autre journal, mais on n'en parle pas. Aujourd'hui à la Tribune, donc dans les années 90, 2000, aujourd'hui on est dans les années 2020, vous êtes le directeur de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas. Ça recouvre quoi ? Ça veut dire que vous êtes en gros, c'est vous le patron ? Non, disons que moi je suis chargé de coordonner la transformation de l'entreprise. Vous faisiez mention de mon passé de communicant. C'est vrai que pour embarquer tout le monde dans une entreprise de 180 000 personnes dans une transformation, il faut savoir communiquer. C'est absolument essentiel. Et donc, il faut... Sans blabla. Il faut assembler des gens qui ont une très grande rigueur technique avec des gens qui ont une capacité de communiquer et d'embarquer l'entreprise pour une transformation. La rigueur technique, par exemple, dans mes équipes, je l'ai par le cœur stratégique de ma direction, qui est l'équipe RSE dirigée par Laurence Pessez et qui est quelqu'un d'une rigueur absolument remarquable et qui a constitué autour d'elle des équipes qui n'ont cessé d'être renforcées et qui sont extrêmement rigoureuses. Et puis petit à petit, le sujet, en effet, comme le disait M. Faugère, se diffuse très fortement dans les directions des risques, qui jouent un rôle central, mais aussi dans les directions du business. Aujourd'hui, on est en train de créer dans toutes nos grandes entités business des équipes qui sont chargées à plein temps de gérer les clients, de gérer la relation client avec des critères climatiques. Donc ça veut dire à la fois définir des stratégies commerciales qui vont faire qu'on va aller plus ou moins vers tel type de client, mais ça veut dire aussi avoir une capacité d'introduire dans la gestion des portefeuilles des critères climatiques ça fait 200 ans qu'on faisait de la banque sans critères climatiques. On avait des critères financiers. D'un seul coup, il faut introduire ces critères climatiques. Donc Antoine, sortir du carbone, mode d'emploi, où est-ce que vous en êtes à la BNP ? Quels sont les engagements que vous prenez ? Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent vous faites pas vraiment, vous faites semblant en fait ? Non, mais d'abord aujourd'hui, c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui sont embarquées là-dedans. Donc il y a peu d'entreprises quand même qui payent des milliers de personnes pour faire semblant, si vous voulez. C'est pas tellement l'esprit. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, je dirais qu'il y a 3 grandes familles d'actions. Il y a une première famille d'actions qu'on pratique depuis plus de 10 ans, qui est la pratique des engagements. C'est-à-dire qu'on s'engage à, par exemple, ne plus financer des acteurs de la production d'électricité qui n'ont pas un plan de sortie du charbon. Donc, par exemple, nous, aujourd'hui, on est quasiment sortis déjà de tous les acteurs de la production d'électricité qui n'ont pas de plan de sortie du charbon à 2030, si c'est en Europe et dans l'OCDE, et à 2040, si c'est hors OCDE. Et ça nous a conduit en 2021 à sortir quand même d'à peu près 50% des clients qu'on avait dans la production d'électricité. Donc c'est assez massif. Donc ça, c'est le premier volet, les engagements, ou les engagements qu'on a pris sur les spécialistes du gaz de schiste, etc. Deuxième volet, c'est avoir des équipes
qui vont massivement financer la transformation, et notamment la transformation des entreprises. Par exemple, là, on vient de créer le Low Carbon Transition Group, qui est un groupe de 250 personnes qui sont entièrement dédiées au financement de la transition écologique des entreprises. C'est des gens qui connaissent les problèmes, qui connaissent les technologies, qui savent tout ce qu'il faut pour accompagner les entreprises dans ce domaine-là. Et puis la troisième dimension, qui est la dimension la plus nouvelle, c'est celle de l'extériorisation d'indicateurs de pilotage du portefeuille. Et c'est ce que nous venons de faire dernièrement en publiant pour la première fois, dans le cadre de la Net Zero Banking Alliance, notre premier rapport d'alignement d'un certain nombre de secteurs économiques sur les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, on a déjà traité 3 secteurs qui sont des secteurs importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il s'agit de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et de la construction automobile. Et donc, sur ces 3 secteurs, on s'est doté en quelque sorte d'objectifs précis à horizon assez court, 2025, donc ça vient vite, de baisse importante. Je dis importante parce que les chiffres sont différents selon les secteurs, mais dans tous les secteurs, c'est des baisses importantes des émissions attachées à notre portefeuille. Et donc ça, c'est des engagements qui sont réels, qui sont sérieux et qui nous demandent une vraie transformation. Qui sont mesurables. Qui sont totalement mesurables et qui nous demandent... Et opposables à ceux qui pourraient vous dire, vous ne faites pas ce que vous dites. Bien entendu. Si on regarde juste le bilan aujourd'hui, le pétrole, dans le bilan de vos crédits. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que les secteurs dont on parle sont des secteurs qui sont très fortement émetteurs, mais qui ne représentent pas une part très importante de nos financements. Par exemple, l'extraction, la production de pétrole représente aujourd'hui 1,3% de nos engagements de crédit. C'est un montant qui est assez important en chiffres. Parce que, c'est une grande banque. C'est la première banque européenne, donc le chiffre, il est quand même important. C'est pas un petit chiffre. Non, c'est pas un petit chiffre, mais c'est 1,3% de notre exposition. Donc ce n'est pas un chiffre. Et quelle est la pente qui en relative. La pente, elle est. La pente, là, on vient de s'engager sur le fait que la pente serait de 12% entre maintenant et 2000 de baisse, bien sûr, entre maintenant et 2000. On ne sait jamais avec Poutine. Non, je vous rassure, c'est bien une baisse, 12% de baisse entre maintenant et 2025. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous dis que le secteur de pétrole upstream, oil and gas upstream représente 1,3% de nos engagements de crédit. Mais si on prend l'ensemble des 3 secteurs que l'on traite, c'est-à-dire production d'électricité, pétrole et gaz et automobile, ce n'est que 7% de nos engagements de crédit. Et ce sont 3 secteurs qui sont très fortement émetteurs. Donc on voit bien qu'en fait, il y a très longtemps que notre bilan n'est pas, entre guillemets, addict aux secteurs les plus polluants, puisque ça ne représente déjà qu'une part relativement importante. Malheureusement, ça ne suffit pas pour que le problème soit réglé, parce que même si ces secteurs représentent une part relativement minime de nos financements, ils représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre attachées à nos financements. Et c'est pour ça que nous les traitons en priorité. Merci beaucoup Antoine, on reviendra vers vous sur ces questions-là et sur le politique métier et produit. Florence Lussmann, alors je le disais, Fédération des assureurs, vous avez un double impact. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de justement la façon dont le secteur de l'assurance dans son ensemble accélère la sortie du carbone? Alors certes, on accélère, mais on a commencé il y a très longtemps. Puisque nous, du fait que nous indemnisons les catastrophes naturelles dans le cadre de ce très beau partenariat public-privé, qui est le régime de catastrophes naturelles, ça fait 40 ans qu'on est aux premières loges du dérèglement climatique. Donc pour nous, c'est une réalité. Depuis 40 ans, les événements climatiques et les événements climatiques de grande ampleur sont à la fois plus fréquents et plus intenses. Et vous voyez, par exemple, il y a 20 ans déjà, on créait la mission risque naturel pour étudier ces phénomènes, pour les cartographier et pour repérer aussi ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer la situation. Donc il y a une minute de l'innovation en catastrophe naturelle qui est diffusée tous les mois maintenant et qui repère des technologies qui permettent de mieux gérer. Donc on est vraiment à plein dedans. Donc on est
on est rentré dedans, je dirais, par la gestion des risques, ce qui est notre métier à la base. Et donc, tout naturellement, depuis pas mal d'années, on s'est engagé sur la réduction de notre impact via nos investissements. On a quand même 2700 milliards d'actifs, l'ensemble du marché de l'assurance, dont 62% sont investis directement dans les entreprises. Donc, on est vraiment des très, très gros financeurs de l'économie. Et nous avons pris, au fil du temps, toute une série d'engagements. Dès 2017, on avait dit qu'on arrêtait de financer les projets d'expansion industrielle qui étaient liés au charbon. Donc aujourd'hui, le charbon, c'est moins de 0,6% de nos investissements. Toujours en matière d'investissement, on a rejoint la Net Zero Asset Owner Alliance. On est membre également des principes pour un investissement responsable. Donc en tant que fédération, on a des outils également pour aider nos membres, parce que comme l'a très bien dit Jean-Paul tout à l'heure, on a besoin de méthodologie et on a besoin d'outils qui soient partagés, et d'ailleurs pas seulement au plan français, mais au plan européen, parce que évidemment nous sommes, la banque et l'assurance, des secteurs concurrentiels, donc il faut que l'ensemble, au minimum, du marché européen soit traité de façon homogène sur ces sujets, mais on est évidemment très très moteur là-dessus. Et puis, nous, on met des conditions, je dirais, quand on finance. En 2020, on a lancé un grand programme des assureurs, qui est le programme Relance Durable France. On s'est dit, rappelez-vous, c'était le début de la pandémie, mais comme notre métier à nous, c'est de se projeter dans l'avenir, on s'est tout de suite dit, oui, on rentre dans une pandémie, mais il va falloir en sortir, et pour en sortir, on va avoir besoin d'investissement. Et quand on investit, eh bien, on a des leviers. Et vous voyez, ces 2,5 milliards, dont 800 millions sur la santé, par exemple, eh bien, on les conditionne au fait que les entreprises mettent bien en place une trajectoire qui soit écologiquement vertueuse, pour faire court. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait un petit bilan, on a déjà financé plus de 450 PME ou ETI sur ce thème. Et il y en a une que je voudrais vous citer, parce que ça s'appelle Brand Baker, donc c'est un entrepreneur qui veut développer de la restauration mexicaine dans notre pays. Et donc il pensait qu'il faisait tout bien, qu'il était vert, qu'il avait des couverts en bambou, enfin tout allait bien. Bon. Et puis en fait, grâce à nous, enfin aux équipes des assureurs et du programme Relance Durable France, il a quand même un peu mieux regardé ses approvisionnements. Et alors, qui dit cuisine mexicaine, dit quand même pas mal de guacamole, pas mal d'avocats, et il s'est aperçu qu'en fait, l'avocat, il venait du Mexique. Bon, alors, et bien maintenant, l'avocat vient d'Espagne. Alors, je sais que l'avocat, c'est pas parfait au plan écologique, mais en tout cas, il vaut mieux qu'il vienne d'Espagne plutôt que... Vous voyez, donc, c'est pour prendre conscience du fait que par nos investissements, on a un énorme levier. Et puis, la grande nouveauté de cette année, je l'ai annoncé à l'occasion de la COP26, c'est de revenir toujours sur les risques. Parce que nous, on gère quand même 35 000 nouveaux sinistres tous les jours. Ça fait beaucoup de choses à réparer quand même, des voitures, des bâtiments. Et donc là aussi, on a un énorme levier. Donc on s'est engagé à promouvoir les pièces de réemploi et donc l'économie circulaire, des secteurs dans lesquels on a encore beaucoup de progrès à faire pour la réparation automobile. Ça, il a fallu des réglementations pour ça. Non, là, il n'y a pas de réglementation. C'est un engagement, je dirais, naturel des assureurs qui se sont dit, bon, on a évidemment tous ces leviers en termes d'investissement, mais qui sont purement financiers, même si ça se traduit, on l'a vu sur l'avocat. Il faut au moins que vous acceptiez qu'on utilise une pièce détachée à la place d'une pièce neuve. Mais c'est pas que non seulement on l'accepte, mais on le promeut. Et donc là, c'est plutôt... c'était pas le cas auparavant, donc ça veut dire que vous avez un peu changé d'état d'esprit quand même. Non, c'était déjà introduit dans un certain nombre de contrats d'assurance automobile. Pas partout, d'où cet engagement du marché. Maintenant, il faut en fait convaincre aussi les consommateurs, nos assurés, et leur dire non, mais c'est tout aussi sécurisé que d'avoir une réparation durable avec une pièce dite de réemploi. Et la même chose sur le bâtiment, puisqu'on passe notre vie à réparer des immeubles, des bâtiments. D'abord, recycler tout ce qui peut être recyclé. C'est très compliqué. En fait, ça ressemble à une économie de guerre, tout ce que vous racontez. Je ne sais pas si c'est une économie on y va tout droit. Je ne sais pas si c'est une économie de guerre. En tout cas, nous, on est très motivés pour
aider justement à construire ces filières de réemploi et aussi de certification, parce que quand on va reconstruire avec des matériaux qui ont peut-être été recyclés, il faut s'assurer évidemment que tout ça... Oublions le mot économie de guerre. En tout cas, c'est une nouvelle économie. C'est pas forcément la même croissance. Ce que je veux dire, c'est pas forcément la même logique économique que celle dans laquelle on a vécu, où on gâchait. Oui, mais c'est notre conviction à nous, assureurs, encore une fois, parce qu'on est aux premières loges du changement climatique. Et puis ça tombe bien, parce que c'est la conviction de nos clients, de nos assurés. Thierry Déaut, à la fois la casquette Meridiam, fonds d'investissement à long terme, et Finance for Tomorrow, sortie du carbone, mode d'emploi. Pour vous, c'est quoi l'état des lieux et finalement la direction dans laquelle on va? Non, l'état des lieux, il est plutôt positif. Et je ne dis pas ça pour être complaisant avec ma voisine. D'une part, faut voir que l'ESG, qui a été d'abord de la bonne pratique, finalement, parce qu'il faut mettre... C'était un peu blablabla quand même. C'est pas forcément blablabla. Il y avait des bons et puis des mauvais acteurs de l'ESG, mais l'ESG, c'est devenu un peu le standard de marché, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas les bonnes pratiques, en fait, on gère pas son risque. Et pour revenir à ce qui s'est dit, l'ESG, c'était d'abord une approche de gestion des risques. Maintenant, on est dans la finance durable, dans une approche proactive. Donc, comment avec l'investissement, comment on devient un catalyseur, comment on devient un facilitateur de la transformation de l'économie. Évidemment, l'économie, c'est les entreprises et les gens qui les transforment, c'est pas les financiers. Par contre, c'est en changeant la finance. Oui, c'est la finance qui doit se changer pour accompagner cette transformation. Donc, et ça, elle le fait plutôt avec de bons progrès. Mais il faut voir ce qui est fait aujourd'hui. Alors, il y a à la fois les initiatives de place. Quand vous parliez de sortie du charbon, l'Observatoire de la finance durable qui a été mis en place depuis 2 ans permet à tous les acteurs financiers, finalement, de répertorier, d'essayer de normaliser, standardiser leurs engagements et puis de montrer qu'ils les ont vraiment respectés. Et donc ça, c'est un chemin. Il faut pouvoir marcher avant de courir. On va pouvoir arriver à des trajectoires, évidemment, mais il faut pouvoir avoir les outils, faire converger les outils. On a fait ce même travail dans le domaine de l'impact. Comment est-ce que, in fine, le client investisseur pourra dire aujourd'hui, est-ce que vous voulez investir pour sauver des emplois? Est-ce que vous voulez investir pour sauver la planète? Enfin, on fera des sections un peu plus précises que ça. Mais enfin, en tout cas, il y a... Mais est-ce qu'il est prêt à le faire à quel prix? Parce que c'est finalement une question, c'est le non-dit depuis ce matin d'ailleurs, dont on en parlera un peu plus cet après-midi. Est-ce que j'accepte moins de rendement, plus de risques? À quel prix ou plus de long terme? Vous qui êtes dans le long terme, quel est le prix à payer d'un monde plus durable par rapport au monde paradigme d'avant? C'était le profit d'abord et les comptes trimestriels. C'est plus ça. Mais l'équation, elle est beaucoup plus compliquée que ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là-dedans, donc c'est faire bien. de l'ESG et faire du vert, c'est aussi gérer les risques. Donc forcément, quand vous investissez pour un couple rendement-risque et impact. C'est la nouvelle formule. C'est vous choisissez les 3. Donc vous pouvez choisir de prendre beaucoup de risques, mais de toute façon, si vous avez une politique climat très forte, vous essayez de faire diminuer ce risque. Donc, je pense que toujours essayer d'arbitrer le combien ça coûte contre, il est certain que la transformation de l'économie coûte. Elle va coûter et il ne faut pas... ça tombe bien, il y a de l'inflation, ça ne se verra pas. Elle va coûter et c'est pour ça qu'il y a besoin d'investissements à la fois publics et à la fois privés. Donc elle va coûter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des arbitrages sur les rendements aujourd'hui. Néanmoins, il y a un cadre à la fois de réglementation. L'Europe s'y est mise, c'est pour ça qu'il y a une taxonomie. Alors aujourd'hui, il y a une taxonomie verte pour essayer justement de faire converger tout ça, pour qu'il n'y ait plus de blabla, pour qu'on sache ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, pour qu'il y ait un référentiel plus propre et qu'il y ait des données qui soient plus standardisées pour qu'on ait plus de transparence. Oui, mais pour une réglementation européenne, 2000 pages, c'est pas beaucoup. C'est pas faux. Donc, voilà. Donc, il y a eu un effort de simplification. Alors, il faudrait aussi une taxonomie plus sociale, parce qu'on sait très bien que la transformation de l'économie, mais c'est beaucoup de travail. Et du point de vue de l'expert, enfin, non seulement de l'expert et de l'homme de place que vous êtes, mais également de l'acteur Meridiam.
vous qui êtes dans le long terme, vous êtes, enfin, pour vous, ça a commencé il y a déjà assez longtemps, tout ça. Tout à fait. Donc, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il se passe quoi dans ce monde de la finance pour accélérer? Est-ce qu'on peut fixer un horizon en disant, d'ici 2030, en gros, on aura quasiment réussi à sortir du carbone? Enfin, depuis 15 ans, moi j'ai l'impression que tous les 5 ans, ça s'accélère de 5 ans. Ouais, c'est-à-dire que en 2005-2006, quand on parlait de ESG, on était un peu un ovni, même de long terme. En 2010, ça avait déjà atterri dans les esprits comme une façon de gérer les risques de façon durable, et ça rentrait déjà dans les approches prudentielles et les approches de risque des établissements financiers. Et aujourd'hui, on a dépassé l'ESG, on est dans l'impact. Comment la finance peut aider à accélérer la transformation. C'est le stade ultime de l'ESG. Tout à fait. Peut-être Antoine, là-dessus, Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée qui vient à son heure. On est dans ça, là, aujourd'hui. On est dans l'impact et ça va traverser l'ensemble de vos activités, crédit, equity, produits d'épargne. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les grandes banques, ou d'ailleurs les grands gestionnaires d'actifs, les grandes compagnies d'assurance, etc., c'est des entreprises industrielles. C'est des entreprises qui ont des process, c'est des entreprises qui ont des équipes très importantes, c'est des équipes qui ont une capacité de faire passer les choses à l'échelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont intéressantes. Mais donc, au début, la transformation, elle est menée en mode recherche et développement. Donc, il y a quelqu'un qui, dans un coin, fait une bonne pratique, comme le disait Thierry Déaut tout à l'heure. Donc, tout le monde trouve ça sympa. Mais ça reste une bonne pratique qui ne reflète pas la transformation de l'entreprise. Puis, à un moment, il y a petit à petit une prise de conscience, la réglementation arrive, les investisseurs arrivent, les collaborateurs arrivent, les clients arrivent, tout le monde, en quelque sorte, converge vers cette préoccupation, et il y a un moment où ça devient vraiment un sujet de direction générale. Nous, par exemple, chez BNP Paribas, on peut dire que c'est devenu vraiment un sujet de direction générale il y a 5 ou 6 ans, et dans le cadre du plan, là, qui est le plan stratégique 2022-2025, le plan, il s'appelle Growth, Technology and Sustainability. Donc ça veut dire qu'un des 3 pieds du plan stratégique de l'entreprise, c'est la finance durable. Et donc vous imaginez, on a des dirigeants assez sérieux et qui s'occupent assez sérieusement de gérer l'entreprise. Donc ça veut dire, et ça, on revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur la gouvernance, qu'aujourd'hui, le sujet est totalement intégré à la gouvernance de l'entreprise. Il est passé très souvent en revue par le conseil d'administration. Il occupe une part importante du temps des dirigeants de l'entreprise, et on a créé une gouvernance de la finance durable qui est présidée par notre directeur général et qui s'assure que toutes les bonnes décisions dans ce domaine-là sont prises en temps et en heure, je dirais de la bonne manière, et qu'elles engagent réellement toute l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui on a un moment autoréalisateur, c'est-à-dire qu'il y a un cercle dynamique entre vous, les crédits, vos clients, l'entreprise? Prenons aujourd'hui, vous dites sortir du carbone, très bien, mais tant que j'irai faire le plein à la pompe, le problème ne sera pas résolu. Donc il faut arriver à transformer, donc à financer, y compris pour les plus modestes. C'est là qu'on retrouve toutes les problématiques politiques. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure, de transition juste. Pareil pour rénovation des bâtiments et pour tout ce qui va être rénovation énergétique. Donc comment est-ce que vous, dans votre plan d'action, vous pouvez contribuer à accélérer quelque chose dont on parle, mais en réalité, on est en retard. On est très en retard dans la transition écologique. Alors je ne dis pas que vous en êtes les seuls comptable, mais vous en êtes aujourd'hui dans des acteurs. Certainement pas, mais nous on est en permanence en train d'essayer de créer des critères, des procédures, des façons de travailler qui vont contribuer de plus en plus à réorienter les flux financiers vers l'économie décarbonée. Simplement, l'économie, les flux financiers, ils doivent financer des choses qui existent. Donc, non, mais si tant que des gens auront besoin que je leur donne du pétrole, je leur donnerai du pétrole. Oui, mais s'il y a c'est un discours un peu compréhensible, mais un peu facile. Oui, mais pardon, Philippe, s'il y a quelqu'un qui, quelque part, est en train de créer des substituts au pétrole et qu'il n'a pas à se financer,
Là, il court le risque que des institutions financières routinières ne le financent pas, alors que si les institutions financières ont commencé à prendre l'engagement sérieux de décarboner leur portefeuille, ça veut dire aller financer. Donc quand le fonds d'investissement norvégien dit le monde sera ESG ou ne sera pas, il dit la même chose que quand Macron dit mon quinquennat sera écologiste ou ne sera pas. Ouais, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ESG seront plus financés. Nous on ne fait pas de faut pas... c'est caricatural. Non, mais sans se dérober, la finance n'arrivera pas toute seule à transformer l'économie. Il faut ces 3 piliers. Voilà, ça, c'est d'abord, il y a les politiques publiques ne sont pas inutiles. Donc c'est l'État et rien que ne le se marché fera qui sans les politiques publiques. Le marché fera sa part. Et les entreprises doivent aussi vouloir se transformer. C'est-à-dire que le rôle de la finance, c'est d'être la plus souple, la plus efficace et la moins chère possible pour permettre à ces entreprises de se transformer. Néanmoins, ces entreprises, elles ont besoin d'incitation pour se transformer. Donc la réglementation aide, surtout qu'on est en France. Des fois, tant qu'on ne tape pas sur la tête des gens, ils ne changent pas. Donc il y en a qui le font de façon volontaire, mais tout le monde ne le fait pas de façon volontaire. Donc il faut quand même que la régulation, c'est pour ça que la réglementation européenne aide en ce sens, mais les politiques publiques de l'État, que ce soit... Donc la planification écologique, vous n'êtes pas contre, quoi. Alors, j'utiliserai peut-être pas ce mot-là, derrière. Mais prenez les lois qui ont été votées entre Élan et tout le reste, ne serait-ce que pour avoir les diagnostics énergétiques des appartements pour pouvoir les vendre, même s'il y a un certain délai pour y arriver. Ça va changer le marché. Parce que vous serez bien obligé de faire les rénovations énergétiques avant de pouvoir vendre vos appartements. Donc ça, c'est une politique publique. Est-ce que c'est pas par la valeur des actifs, quelque part, qu'on résout le problème ? Non, si vous financez des choses qui vaudront demain moins cher ou pas bien parce que vous n'aurez pas fait le... Oui, mais ça, c'est une approche sur risque. Et puis, vous trouverez toujours quelqu'un qui va le financer pour gagner plus d'argent. C'est toujours l'exemple que je prends. Si vous vendez vos centrales à charbon à des gens sans scrupules pour 1 euro, ils ne vont pas arrêter la centrale à charbon, mais ils vont gagner beaucoup d'argent. Alors, désinvestir ou arrêter, c'est pas forcément la solution miracle. Donc, il faut vraiment transformer toute l'économie. Et pour ça, il faut les 3 axes. Il faut que les entreprises, que l'État, l'Union européenne, les régulateurs poussent dans ce sens, y compris en devenant de plus en plus contraignants. Aujourd'hui, ils accompagnent parce que le marché est aussi volontaire. Donc la finance durable s'est automobilisée. L'État a fait sa part, mais maintenant, il faut continuer. Chacun doit pousser dans la même direction. Le mot de la fin à Florence Lussmann pour la minute qui nous reste pour conclure. Moi, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est de travailler sur cette notion de transition écologique. Parce qu'on a effectivement beaucoup de réglementations qui existent, on a une avalanche de textes européens qui sont en préparation. Je ne vois nulle part véritablement des travaux de fond pour essayer de définir les critères de ce que serait une bonne transition écologique. Et se dire, non, on va se reposer uniquement sur le secteur financier, où chaque banque ou chaque compagnie d'assurance doit devoir toute seule décider que telle entreprise, oui, on va continuer à la financer, à investir dans cette entreprise parce qu'elle s'inscrit sur une bonne trajectoire, je pense que ça n'est pas la solution. La solution, c'est de travailler, mais de façon fondamentale, à définir des critères et des critères européens pour que l'ensemble de l'Europe ait les mêmes règles, mais des règles qui reconnaissent qu'il faut du temps au temps et que les entreprises ne vont pas se transformer du jour au lendemain. Et enfin, le mot de la fin, ça pourrait être que ce que nous souhaitons, c'est accompagner et surtout pas punir. Très bien, ça sera le mot de la fin. Et merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat. On refera le match certainement souvent parce qu'il y a encore du boulot. Merci beaucoup.